toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Opinion dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FOI. Aujourd'hui, la majorité du tournage se passera dans cette magnifique et ancienne abbaye de Gembloux, qui maintenant est devenue avec le temps la faculté Gembloux Agrobiotech. Et donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler recherche et innovation en agriculture. Et c'est aussi parce que notre agriculture wallonne ne cesse de se réinventer chaque jour pour aller vers des modes de production plus durables. Alors moi maintenant, je file voir Frédéric Francy, le doyen de la faculté. Tout à fait. Et toi, tu files au champ. Et moi, je file au champ. C'est parti! Donc Frédéric, ici nous sommes dans une université qui forme des futurs bio-ingénieurs, d'où la statue du penseur sur sa charrue. Mais dans ces vieux murs de Gembloux, il n'y a pas que des étudiants, il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Voilà, effectivement, d'abord l'université, c'est trois piliers. Donc il y a effectivement l'enseignement et donc la formation de nos futurs bio-ingénieurs. Il y a aussi la recherche et aussi ce qu'on va appeler les services à la communauté. Alors ça veut dire évidemment que tout ça est entremêlé et c'est ça l'essence même, la nature d'une université. C'est évidemment de faire profiter aux étudiants de l'aspect vraiment novateur et des recherches qui sont en cours. Et donc là aussi par rapport à ces recherches, il y a différents moyens de les établir ou de tracer finalement les lignes. La première, c'est à un moment donné une recherche qui peut être plus fondamentale pour essayer d'essayer de comprendre un certain nombre de choses. On imagine bien qu'une culture, on va se retrouver à avoir le sol, des maladies, des ravageurs notamment, des changements climatiques, et donc ça nécessite évidemment d'essayer de comprendre comment tout ça s'organise de manière un petit peu interactive. Et puis évidemment il y a l'autre chose, c'est de se dire voilà, on va se retrouver à avoir des problématiques bien réelles, la jaunisse, les pucerons en betterave par exemple, et donc là on va évidemment passer d'une recherche qui est fondamentale vers une recherche appliquée, et donc on va répondre aussi à un certain nombre de besoins de la société. Et donc quand on va avoir cette problématique-ci, il y a quelques années c'était la maladie de la langue bleue avec des vecteurs qui étaient là notamment, on a été contacté par, j'ai envie de dire, les autorités publiques pour se dire y a-t-il un moyen de trouver une solution par rapport à ça. On se tourne en général vers les universités pour comprendre ça. Et puis l'université, ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, une institution dans sa tour d'ivoire, c'est aussi d'autres institutions. Et donc par exemple le Centre de recherche agronomique wallon, qui est un partenaire avec qui on travaille, quand on veut développer de manière pratique et appliquée et donc tester sur différentes parcelles ou dans différentes conditions, on va aussi avoir ces partenariats avec des institutions de recherche et aussi qu'on va appeler, j'ai envie de dire, de développement pour aussi pouvoir appliquer les choses. Alors avec les collègues, mais pas uniquement. Et donc c'est là aussi que la profession, les agriculteurs par exemple, on a un certain nombre de projets à Gembloux qui sont faits avec ce partenariat et avec cette vision vraiment de pouvoir tester et d'avoir aussi le retour finalement du terrain. Donc voilà un petit peu les différents éléments de la formation dans cette recherche et aussi dans ces services, j'ai envie de dire, à la communauté, à la société. Donc ici, tu viens de faire un bon récapitulatif. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets de recherche? Comment, après, avec des partenaires, vous mettez en place les résultats de vos expériences? Tu as une fibre particulière avec l'entomologie, Frédéric. Donc l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes qui sont très utiles, mais aussi qui peuvent être nuisibles au niveau de l'élevage, au niveau des grandes cultures. Et donc nous, au niveau de cette émission, on va aller sur le terrain. Je vous propose donc de rejoindre Anne-Laure avec une agricultrice, Ariane, qui est sur son champ de betteraves. Et donc voilà, Ariane, comme le disait Émilie, il y a des insectes qui posent problème dans les cultures. Ici, on est dans ton champ de betteraves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la problématique à laquelle vous êtes confrontés en culture de betteraves? Donc en fait le problème c'est que depuis début 2023 il y a une substance qui était utilisée dans l'enrobage des betteraves qui est interdite. En fait cette substance permettait de protéger la betterave dès le moment où elle poussait contre les pucerons. Et quel est le problème avec le puceron? Le problème du puceron c'est qu'il transmet le virus de la jaunisse et donc c'est un virus qui cause un peu des dégâts dans le rendement donc en poids et en sucre. Le pourcentage de sucre est moins élevé. Et donc c'est cette jaunisse vraiment qui est problématique avec le puceron. Oui, donc en fait le puceron transmet le virus d'une betterave à l'autre et donc si on ne traite pas, les betteraves deviennent vite malades et on peut avoir des gros dégâts. Et donc avec cette substance interdite, maintenant vous avez moins d'alternatives pour tout ce qui est combattre le puceron. Oui, c'est ça. Donc en fait maintenant on est obligé de pulvériser des insecticides qui coûtent assez cher et qui sont moins efficaces que la substance qu'on avait avant. Oui, et donc vous, ce qui vous intéresse, c'est plus l'efficacité plutôt que cette alternative qui n'en est pas vraiment une, quoi. Oui, c'est ça.
Et donc maintenant, on va retrouver Émilie qui est en labo avec 2 filles de la faculté de Jean Blou pour parler de la recherche en alternative pour combattre les pucerons. Alors Kenza, on vient d'entendre Ariane avec Anne-Laure, justement, c'est un peu un appel à l'aide par rapport à la problématique des pucerons et des virus. Elle a vraiment besoin d'alternatives. Alors est-ce que toi, Kenza, en entomologie, tu as des solutions à proposer aux agriculteurs ? Alors au laboratoire, on travaille sur plusieurs pistes de moyens de lutte un peu plus écologiques. Et donc parmi elles, on a les champignons entomopathogènes. Donc c'est des champignons qui ont la capacité d'infecter et de tuer les insectes. Et donc là, on ciblerait le vecteur du virus, et donc le puceron. Mais ces champignons ont également plusieurs modes de vie, donc ils peuvent vivre à l'intérieur des plantes. Et donc ici, on fait des recherches plutôt sur leur vie de ce qu'on appelle endophyte. Donc ils vont coloniser les tissus de la plante et potentiellement impacter la vie du puceron. Ok, donc ça c'est un axe qui est dans la recherche, donc ce n'est pas une alternative encore aujourd'hui, mais c'est en recherche. C'est en recherche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous étudiez en ce moment ? On travaille également sur les variétés résistantes. Donc là, on fait un screening un peu de la capacité de certaines variétés à résister plus ou moins fort aux pucerons. Et donc là, on utilise notamment le test d'ELISA, qui est un test qui utilise des anticorps spécifiques à ces virus pour les détecter. Et donc là, les résultats préliminaires montrent une diminution d'environ 80% de la transmission de virus par ces pucerons. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, 2 axes. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, en effet, il y a encore 2 autres axes que je vais laisser à ma collègue Lali. Allez, on va voir Lali à terrain alors. Salut Lali. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Écoute, je m'occupe de mes larves de coccinelles. Ces larves de coccinelles, elles sont prédatrices de pucerons, donc en fait elles vont se nourrir de pucerons, ce qui fait que c'est un atout intéressant en lutte biologique. Et nous, on se concentre un peu sur la lutte sémiochimique, qui est donc une alternative à la lutte chimique. Sémiochimique, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on va utiliser des composés chimiques qui sont naturellement produits par des organismes vivants, donc la plante, des ravageurs ou des ennemis naturels. Et alors on va les utiliser parce qu'ils peuvent induire des comportements particuliers chez justement le ravageur, donc le puceron, ou chez ses ennemis naturels. C'est un peu des odeurs en fait, c'est ça ? Les odeurs, C'est et des on voit odeurs comment le qui puceron... portent un message chimique, c'est un signal. Ok. Et alors comment ça se passe après alors concrètement avec ces odeurs ? Concrètement, on va faire beaucoup de tests de comportement, donc ça veut dire qu'on va observer le comportement des ravageurs ou des ennemis naturels, comme par exemple des tests en olfactomètre. Ici, vous avez l'exemple d'un olfactomètre en Y, dans lequel on va venir mettre ici soit le puceron, soit l'ennemi naturel. Donc l'ennemi naturel coccinelle par exemple. Par exemple, des larves de coccinelle. On a aussi des larves de cirque par exemple. Et alors ici, dans les embouts, on va venir mettre dans ces petits diffuseurs les odeurs, les composés chimiques en fait, pour tester si d'une part ils sont attractifs par rapport du coup aux ravageurs ou aux ennemis naturels, ou si c'est répulsif. D'accord, et donc l'insecte va choisir à gauche, à droite et on va voir... C'est un test de choix en fait, on regarde s'il y a une préférence ou non. Ah, chouette, tout à fait. Ok, très intéressant. Donc là, on a vu avec Kenza, juste, je récapitule, les champignons entomopathogènes, on a vu les variétés résistantes. Ici, les tests justement d'olfactométrie, on va appeler ça comme ça, les odeurs. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous faites ici en entomologie ? Il y a une autre piste qu'on aborde ici au laboratoire, c'est les PGPR. Oh, c'est quoi ça ? Donc les PGPR, c'est le nom qu'on donne à certaines bactéries qui sont un peu particulières parce que quand on va les mettre sur la plante, elles vont provoquer une stimulation des défenses de la plante, mais également de la croissance de la plante, ce qui fait qu'elle va pouvoir mieux combattre les attaques du puceron. Et on peut observer des effets indirects carrément sur le puceron, comme la diminution de sa fertilité. Et on a vu ça dans des tests, ça pouvait aller jusqu'à 20 à 50% de la diminution de la fertilité. Alors ici, on est dans la recherche, on n'est pas dans du concret sur le terrain. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller au CRAW. Frédéric Francy en a parlé tout à l'heure. Nous allons rejoindre Anne-Laure qui est en discussion avec Georges Sinave qui en est le directeur. Et donc voilà, Georges, comme Émilie vient de le dire, toi tu es directeur général du CRAW. Mais au final, qu'est-ce que c'est le CRAW et quels sont ses objectifs ? Eh bien alors, le CRAW, c'est une unité d'administration publique qui dépend directement du ministre wallon qui a l'agriculture dans ses attributions. Et donc, dans ses missions essentielles, c'est de la recherche de base, mais plus particulièrement la recherche appliquée avec un transfert vers les utilisateurs que sont les producteurs ou les participants aux chaînes de valorisation en agriculture. D'accord. Et donc, quelles sont les 4 priorités, si on peut dire, du CRAW ? Les 4 préoccupations actuelles, c'est d'une part améliorer la durabilité économique, environnementale. Je vais dire l'aspect important, c'est d'assurer à toutes les formes d'agriculture un revenu.
Alors maintenant, bien entendu, viennent se superposer à tout ça toutes les contraintes climatiques, de changement climatique, d'adaptation au changement climatique, d'essayer de contrecarrer les changements climatiques. Les autres aspects, c'est aussi, comment vais-je dire, participer, aider toutes les formes d'agriculture. Et donc tu parles bien de durabilité dans ton discours. On va aussi mentionner peut-être quelques projets du coup, qui sont un petit peu dans cette veine de durabilité. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, dans ces recherches, le CRA a beaucoup déjà d'activités pérennes qui sont subventionnées par la dotation. On est aussi impliqué dans des plans d'action à plus longue durée. On est par exemple très fort impliqué dans le plan Bio 2030. Et on est aussi impliqué dans des projets beaucoup plus ponctuels. Là, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être au niveau régional, fédéral, international, européen. Et dans ce cadre-là, on a toujours des collaborations avec des partenaires. Ces partenaires pouvant être les universités qui nous entourent, dont Jean Blou Agrobiotech, l'UCL, des universités dans d'autres pays, des centres de recherche dans d'autres pays, voire même le privé. Alors pour citer un exemple, c'est le projet blanc-bleu-vert. Et donc là, ça vise à développer la filière du blanc-bleu belge avec deux accents particuliers. Un accent de diminution des gaz à effet de serre. Et donc on joue sur deux leviers, sur un levier alimentation et sur un levier plutôt à ce moment-là de sélection génétique. Donc on joue sur l'alimentation et sur la génétique pour améliorer l'efficience des animaux et diminuer leur impact sur l'environnement. Et donc en fait, là, comme tu viens de le dire, on parle de blanc-bleu belge. Et en fait, c'est une race bien de chez nous. Et là, on va aller retrouver Émilie, qui est avec Nicolas Laurent, pour parler de ce projet. Bon, mais Nicolas, explique-nous alors ce que c'est ce projet blanc-bleu-vert. Alors le projet blanc-bleu-vert, c'est un projet de 4 ans qui est cofinancé par la Wallonie, dans lequel différents partenaires interviennent, le CRA, le Dumoulin, l'Innoveo et l'Université de Liège. Alors ce projet en fait vise à consolider le caractère durable de la filière bovine et dans notre cas du blanc-bleu, alors que ce soit en race pure comme on le voit ici ou alors sur croisement avec d'autres races. Ce projet a plusieurs objectifs qui sont de réduire les émissions de méthane afin d'atteindre notamment certains objectifs que se sont fixés les pays européens. Oui, parce que le méthane c'est problématique, hein, c'est un gaz à effet de serre. Oui, c'est ça. Et donc le but c'est vraiment de réduire un maximum. Oui. Quoi. Le méthane est un des gros points qui est généralement critiqué dans les élevages de ruminants. Et donc en fait l'Europe s'est fixé comme objectif de réduire de 30% les gaz à effet de serre. Et le méthane fait partie de ces gaz à effet de serre. Et donc le projet lui va s'axer sur 3 axes. Un axe plutôt alimentaire où on va tester différents aliments qui vont permettre de réduire les émissions de méthane chez les animaux. Un axe génétique où là, on va voir si les émissions de méthane et la génétique de chaque individu peut expliquer cette réduction qui est observée. Et alors un dernier axe qui est plutôt global, systémique, où on va mesurer l'empreinte complète du trajet d'un animal durant toute sa vie, afin que chaque ferme dans le futur puisse estimer son empreinte environnementale au niveau des émissions de carbone notamment. Mais c'est un super chouette projet, c'est très concret pour les agriculteurs. Je propose qu'on aille voir ta collègue, Émilie, qui elle va nous parler de l'aspect plutôt entreprise avec lesquelles vous travaillez. Ok. C'est parti. Salut Émilie. Salut. Dis, tu coordonnes ce projet, un blanc-bleu-vert dont Nicolas vient de nous parler. Il y a 4 partenaires. Explique un peu comment ça se passe entre vous. Oui, donc au niveau des partenaires industriels, nous travaillons avec une firme d'aliments pour bétail. Et alors nous travaillons aussi avec une entreprise active dans la sélection génétique. Alors, sélection génétique, c'est un peu compliqué. Tu peux expliquer un peu plus en détail ? Oui, donc au niveau de la génétique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc au sein d'un groupe d'animaux, on sait qu'il y a des animaux naturellement plus efficaces sur le plan alimentaire. Donc c'est-à-dire qu'ils doivent consommer moins pour une même croissance. Et c'est pareil au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il y a certains animaux qui sont plus efficaces aussi. Et donc grâce au projet, les éleveurs pourront identifier ces animaux plus efficaces et décider de les sélectionner, c'est-à-dire de les maintenir sur leur exploitation, ce qui aura un impact sur le plan environnemental. Ok. Au niveau de la firme d'aliments, donc le but c'est de produire un aliment qui pourra diminuer ses émissions de gaz à effet de serre, d'une part en associant des nutriments réducteurs du fameux méthane,
aussi en tenant compte de la compétition avec l'alimentation humaine, il ne faut pas qu'il y ait d'impact. Et alors, on travaille avec une source d'ingrédients la plus locale possible parce qu'il est évident qu'un circuit court favorisera un développement plus durable. Eh bien, très bien, c'est très clair pour moi. Je vous propose maintenant de retrouver Jean de Villers, qui est un agriculteur, éleveur, qui a toujours mis la recherche et l'innovation au centre de son exploitation. Et donc Jean, comme on vient de le voir, on a été voir le projet Blanc-Bleu-Vert. Ici, on est dans une prairie de ton élevage de blanc-bleu belge. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a évolué dans ton élevage au cours des 50 dernières années? Ce qui a évolué en tout premier lieu, c'est l'enregistrement des données, évidemment, par voie informatique. Ça a été la première grande évolution. Puis est venu quand même assez rapidement aussi le calcul des rations de manière très précise, avec ce qu'on appelle les rations complètes mélangées, avec les outils qui s'appellent les mélangeuses, et donc où des nutritionnistes ou des vétérinaires calculer les rations de manière très précise pour l'agriculteur. Et puis après ça sont venues alors d'autres techniques, comme l'échographie pour faire le diagnostic précoce de gestation. Et puis maintenant, on a toute une série d'appareils qui permettent de surveiller les animaux, tant au niveau de leur état de santé que de leur digestion et aussi de leur cycle de reproduction. Et donc tu nous as parlé de collier, je pense que c'est à ça que tu fais référence. Oui, dernièrement, il y a déjà quand même 7-8 ans, nous avons investi dans des colliers qui ont pour but d'enregistrer 3 types d'événements. D'abord la rumination, l'ingestion et l'activité. Rumination et ingestion, ça permet de voir si la bête est en bonne santé et si elle digère bien. Et l'activité permet aussi de pouvoir détecter les chaleurs sans devoir passer des heures devant les vaches à essayer de voir si elles sont en chaleur. Ouais. Et donc tu nous as parlé aussi de la technologie là maintenant, mais tu nous as parlé aussi tout à l'heure d'autonomie alimentaire. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Et l'autonomie alimentaire, elle a commencé dès le moment où les nutritionnistes sont arrivés dans les fermes pour calculer les rations alimentaires de manière précise. Alors l'objectif était d'utiliser au mieux les ressources de l'élevage afin de ne pas devoir acheter des aliments extérieurs. Et donc on a utilisé au mieux les ressources de l'endroit, c'est-à-dire d'abord les herbes évidemment, avec leurs différents stades de maturité et donc leurs différentes compositions. On a utilisé au mieux le maïs, on a utilisé au mieux les céréales et on a utilisé au mieux les sous-produits, coproduits comme les pulpes de betterave, séchées ou maintenant surpressées, et aussi les coproduits d'industrie agroalimentaire du style drèche de brasserie ou drèche de production d'éthanol. Et donc, comme tu viens bien de nous l'expliquer, l'élevage, autant au niveau de la technologie que du suivi de la santé des animaux, a beaucoup évolué. Et donc, on l'a vu auparavant dans cette émission déjà, l'agriculture a évolué beaucoup depuis ces dernières années. Là, on a notamment aussi parlé de grandes cultures. On va aussi maintenant retrouver Émilie qui va nous parler de l'écotron, qui est un outil extraordinaire de la faculté de Jean Blou. Voilà, je ne vous en dis pas plus, on va retrouver Émilie. Alors Vincent, ici on est à Terra, dans lequel on va retrouver des écotrons. Explique-nous un peu ce que c'est qu'un écotron, s'il te plaît. Bien, donc un écotron, c'est une infrastructure scientifique dans laquelle on matérialise des conditions climatiques. Les conditions actuelles, mais ça a peu d'intérêt. Les conditions futures, l'expérience en cours, par exemple, on a 2013, 2065 et 2068 et 2085, peu importe. Et donc on essaye de voir comment va se comporter un agroécosystème, le froment, mais tout ce qui va autour, les micro-organismes du sol, la mésofaune, etc. Comment tout ce système va se comporter maintenant et dans le futur. Donc ce qu'on observe par exemple, c'est bien sûr une avance phénologique, donc le froment se développe beaucoup plus en hiver parce qu'il fait beaucoup plus doux en hiver et donc les plantes ont tendance à se développer plus et à être en avance sur la saison. Ok. Et donc, mais ça, ce sont des conditions qui sont vraiment dans un laboratoire. Mais comment est-ce qu'on peut voir si c'est vraiment réaliste par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, entre guillemets? Oui, ben, c'est par exemple pour ça qu'on étudie aussi 2013. On étudie des années qui sont relativement récentes, dont on a mesuré en champ. Et on a un chercheur, un jeune doctorant, qui étudie les paramètres, qui fait des mesures dans l'écotron, des mesures en champ, et il compare les deux.
Et là, il essaye de voir de combien on se trompe, quel est l'effet du vent, plutôt de l'absence de vent, l'effet des parois, etc. Et une fois qu'on étudie tout ça, voilà, nous ce qui est aussi intéressant, c'est concrètement après. Donc on découvre certaines choses et après, comment ça se passe? Après, il va falloir aller vérifier, je vais dire, à plus grande échelle, à l'extérieur. Donc là, on va travailler par exemple avec le Centre de recherche agronomique ou d'autres partenaires pour voir comment on peut implanter ça à l'extérieur. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Alors durant toute cette émission, on a vu beaucoup de choses très intéressantes, innovantes, mais il est tout doucement temps de conclure. Et donc pour ça, on va écouter Anne-Laure et Marianne Strehl. Bonjour Marianne. Bonjour Anne-Laure. Et donc, comme tu viens de le voir dans l'émission, on vient de parler de toute une série de projets innovants. Mais au final, c'est quoi l'innovation? Alors l'innovation, innover, c'est faire autrement ce qu'on faisait déjà, ou bien c'est faire de nouvelles choses. Et donc en agriculture, qu'est-ce que ça peut signifier? L'agriculture, c'est quand même un secteur qui, les 70 dernières années, a bien montré que l'innovation faisait vraiment partie de nos pratiques et que c'était quelque chose qu'on savait faire. Et donc, par quoi ça passe exactement l'innovation? Est-ce qu'on s'arrête juste à l'université ou qu'est-ce qui se passe dans les étapes? On l'a vu lors de cette magnifique émission et je te félicite ainsi qu'Émilie. On a pu voir que ça commence à l'université. On a des choses très techniques et puis on peut le développer via le CERA, les centres pilotes ou même des coins de champ chez les agriculteurs. Et donc c'est quelque chose d'important. Et donc innover, c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à la recherche et à tous les chercheurs qui travaillent pour notre secteur. Et donc tu le disais, ça passe par toute une série d'étapes. Et qu'est-ce qui a vraiment évolué donc ces 70 dernières années, comme tu le disais, chez nos agriculteurs? Chaque fois qu'on a un problème, un défi, un enjeu, et le grand enjeu global, c'est quand même de travailler de façon toujours plus durable, tant économiquement, socialement qu'environnementalement. Et lutter pour le climat est un des enjeux aussi qui se pose à toute la société. Et l'agriculteur veut vraiment aujourd'hui prendre sa part de travail dans cette obligation de trouver des solutions. Mais toutes ces choses se font grâce à la recherche, soit des nouvelles technologies, du nouveau matériel, mais également de nouvelles pratiques et travailler autrement, amener des solutions pour régler les problèmes en étant toujours plus durable. Et donc, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut soutenir la recherche? Alors soutenir la recherche est important, il y a soutenir au niveau du financement, mais nous les agriculteurs, c'est aussi en amenant nos problèmes, les demandes de solutions, en suivant aussi ce qui se fait dans nos universités, ce qui se fait au CERA, en nous informant. La recherche a aussi un rôle d'information vers le secteur agricole. Et puis, il y a des endroits où on peut faire des essais-erreurs et aussi s'appuyer vraiment sur nos universités et nos centres ici de recherche qui sont quand même reconnus mondialement. Il faut laisser du temps à la recherche, il faut laisser du temps à l'agriculture pour intégrer toutes ces nouvelles solutions et puis travailler ensemble pour trouver des alternatives nous permettant de mieux travailler qu'hier. Et donc voilà, je pense que ça conclut très bien cette très belle émission. Merci Marianne en tout cas pour ton intervention. Anne-Laure. C'est ici que se termine cette émission sur l'innovation et la recherche en agriculture dans ce magnifique cadre qu'est la faculté de Jean Blou Agrobiotech. Alors Anne-Laure, comment ça s'est passé ta journée? Écoute, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé. On a appris plein de choses sur la recherche et l'innovation en agriculture et en plus c'était sur l'aspect wallon de la chose. C'était un bel alliage entre la théorie et la pratique. Tout à fait. On se voit très bientôt, en automne, même heure, même chaîne. Merci de nous suivre et à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas, consommer local.